NFT Business, c'est le podcast qui parle de tout l'écosystème Web3, mais surtout de la façon dont ces technologies vont impacter votre business. Nos invités sont des bâtisseurs, ceux qui construisent les entreprises de demain. Je suis Benjamin Boutin-Spark, artiste, et je présente ce podcast avec Claudia Loma. Si vous désirez nous soutenir, surtout n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toute la différence pour nous. Eric, toi tu es plongé jusqu'au cou dans le luxe, tu as écrit un livre, Luxe et Résilience, tu es directeur général du magazine Le Journal du Luxe et tu es également directeur de Paris School of Luxury, donc tu baignes dedans jusqu'au cou, donc tu es la meilleure personne pour nous parler de l'évolution du monde du luxe, quel qu'il soit, que ce soit la beauté, la mode. Comment ils sont impactés par la technologie du Web3, quels sont leurs besoins, quels sont leurs enjeux. Donc tu vois, plein de questions alors qu'on n'a pas encore commencé. Eric, merci d'être avec nous, je t'écoute. Eric Brion. Bonjour Claudia, bonjour Benjamin, c'est un plaisir d'être dans le podcast NFT Business et je sais un rendez-vous à la fois poil à gratter et qui va au fond des choses, donc c'est vraiment un plaisir. Merci à toi. Merci à toi. Donc Eric, oui, ma question c'était le monde du luxe, il y a beaucoup d'actions, NFT, métaverse, les marques plongent dedans. Mais on va un peu dézoomer. Moi, je voudrais avoir ton avis sur les enjeux de ces marques parce qu'on a l'impression qu'elles se précipitent toutes dans le Web3. Alors, il y a des très bonnes actions, des très bons business cases, il y en a des moins bons. Comment vois-tu l'avenir du luxe avec l'arrivée de cette nouvelle technologie ? Je le vois radieux, tu as entièrement raison, il faut prendre du recul parce qu'il y a des choses excellentes et du n'importe quoi. On est dans un univers très particulier où si on parle on va parler des métaverses pour peut-être un peu commencer. Si je retire les métaverses type Web 2, les vrais métaverses type Web 3, comme peuvent être Sandbox et autres, quand même quand on voit le nombre d'utilisateurs mensuels, je voyais juste un score qui était quand même assez marquant, où un Roblox c'est du 50 millions jours, un Sandbox c'est 300 000 mois. Donc, il faut raison garder ici. Et c'est vrai que aujourd'hui, il y a beaucoup de n'importe quoi que je vois. Il y a des agences qui achètent 2 mètres carrés sur Sandbox et qui sont spécialistes du métaverse. J'ai jamais vu autant d'agences créées du jour au lendemain et consultants. Mais j'ai retrouvé la même chose parce que je suis un peu vieux, donc ça fait 20 ans que je bosse ici. J'ai retrouvé la même énergie que le Web 1 et le Web 2, c'est tout à fait normal et je trouve ça très bon. C'est génial cette énergie. Néanmoins, il faut raison garder, il faut prendre du recul. Ce qu'on dit sur le JT du Luxe 3.0 qu'on a développé dans le journal du Luxe tous les 15 jours sur LinkedIn, c'est justement keep cool, study and test. Donc, cette prise de recul, elle est fondamentale. Et je pense que il y a eu une première vague, premier semestre d'excitation. On les voit, en fait, je pense, l'erreur stratégique. C'est pas une erreur stratégique, je crois que commercialement, il faut se méfier des personnes qui présentent finalement le métaverse et surtout NFT qu'au prisme de l'argent et qu'au prisme des résultats à l'époque exceptionnels, les plus 3000, les plus 4000%. On a vu avec la chute de la crypto, je me demande ces personnes-là, quels arguments ils peuvent avoir parce qu'aujourd'hui, en effet, il y a cette contraction. Donc, il faut prendre du recul et ce recul, c'est de s'interroger, je pense, sur la nature intrinsèque on va faire Web3 pour faire court, NFT, métaverse et du luxe. Le pari, et c'est ce que je développe dans Luxe et Digital qui sortira la suite, qui sortira en octobre prochain. Pour moi, le Web 1 et le Web 2 n'étaient pas compatibles avec les valeurs du luxe. On était dans la profusion, dans le copier-coller, l'accessibilité, l'espèce de transparence permanente. Ça, c'est pas des valeurs du luxe, soyons clairs. Le Web 3, à sa grande différence, lui, partage un certain nombre partage la majorité des valeurs, pas toutes. Il va y avoir des points de jonction et on en parlera. Mais les valeurs communes sont la rareté, l'exclusivité, le côté flex. J'aime bien la dénomination. Le luxe permet d'exposer son statut social, l'artification. Je vois que
Voilà, aujourd'hui, s'il y a quelque chose de formidable, et Benjamin, c'est pas pour rien que vous êtes artiste et que vous faites ce podcast-là. Aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas une stratégie Web3 sans un digital artiste où l'art a sa prise. Oui, oui. C'est vrai qu'on voit que la création est devenue pierre angulaire presque du Web3. C'est-à-dire qu'il y a des créateurs partout et on redonne aux créateurs ces lettres de noblesse en disant le créateur et finalement peut être au centre de cette nouvelle industrie. Donc ça c'est très fort. Et je reviens juste, Eric, sur ce que tu as dit. Tu as parlé de Roblox. Pour préciser que Roblox, il y a 50 millions d'utilisateurs par jour parce que, alors c'est Web 2, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de blockchain derrière, mais c'est un jeu très populaire sur lesquels les marques commencent à arriver. D'ailleurs, ça fait déjà quelques temps que les marques y sont. Par rapport, contrairement à Sandbox, qui est aussi un jeu, mais qui est pur Web 3, dans le sens où derrière Sandbox, il y a une blockchain. En l'occurrence, Ethereum et Polygon. Bon, bref, il y a des blockchains. Et donc, c'est le vrai métaverse dont on parle pour l'avenir, le métaverse Web 3, parce que quand il y a une blockchain, il y a des NFT, il y a de la crypto-monnaie, il y a des interactions, etc., quoi. Ok, mais c'est intéressant que tu relis les valeurs du luxe aux valeurs du Web 3, quelque part la rareté, effectivement, qui fait donc la valeur. C'est très intéressant parce que finalement, nous, on constate quand même qu'il y a beaucoup de marques qui y vont, toi tu disais, pour les enjeux financiers, mais aussi pour des enjeux de positionnement. Et finalement, est-ce que ce sont les bonnes raisons pour y aller? Non, puisque... en fait, il faut construire son avenir et ça ne se construit pas, on ne construit pas une maison sans fondation, finalement. Exactement. En fait, ce qui est intéressant, c'est que on est sur la naissance. En fait, ce Web 3, je parle de Web 3 pour faire simple, ça permet d'additionner les deux. Alors, il y a toujours une vision élitiste, c'est-à-dire que non, mais les NFT, c'est pas dans le Web 3, on s'en fout, hein, on est là pour la pédagogie de la transmission. Et je trouve justement que ce qui fait, c'est qu'ontologiquement, les valeurs sont partagées. Que le Web 3 apporte quelque chose qui est l'acte de posséder, la possession. Le Web 1, le Web 2, on possédait rien. Sur le Web 3, parce qu'il y a cette base blockchain, parce qu'il y a cette dimension de possession, on est face finalement à la jouissance de posséder, la jouissance aussi de collectionner. Donc autant de contextes qui font que le luxe est présent naturellement et n'a pas à se forcer. Et ce qui est intéressant aussi, si je prends historiquement, regardez à quel point les makers, puisque c'est le positionnement de votre podcast, les makers du Web3 ont utilisé la sémantique et le discours du luxe. Quand vous voyez par exemple des gens comme Exclusible, que j'apprécie, qui est une marketplace NFT maintenant qui vendent du mètre carré au-delà du mètre carré, qui vendent des penthouses ici, de l'immobilier de luxe dans le métaverse. Ils ont une discussion, ils ont une vision qui est totalement... Donc, ontologiquement, on est face, et ce que je trouve remarquable, le luxe et le Web 3 partagent énormément de valeurs. On les a cités: exclusivité, rareté, artification, statut social, notion de beauté. La beauté est extrêmement importante dans le Web 3, le design, l'esthétique, bref, autant de valeurs qui font que aujourd'hui, luxe et Web 3 font, je pense, un mariage d'amour, mais c'est un mariage, donc on doit être dans une vision longue. Et ce que je trouve aussi pertinent, c'est que l'idée de roadmap est un terme qui est complètement Web 3. Et quelque part, ayons l'humilité d'écouter aussi le Web 3 et pas simplement que regarder le nombril du luxe. Cette roadmap, aujourd'hui, pour avoir une stratégie Web 3, vous êtes obligé de définir votre roadmap, donc de vous inscrire dans un temps long. J'ai envie de dire, la première question, et là c'est le publicitaire et l'amoureux des marques qui parlent, c'est de se dire à quoi je sers dans le Web 3. Quel est le brand purpose du Web 3? Donc pour dire, en effet, prenons du recul, n'écoutons pas les sirènes qui vous disent faites tout de suite. Et là, je pense que la couverture du Time qui vient de sortir, qui met nous rentrons dans un nouvel âge digital qui va tout changer, va pousser encore. Non, prenez votre temps, mais prenez votre temps, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est ce que je dis à mes clients, concrètement, un métaverse, un miniverse de marque, ça prend 2 ans à être construit, mais il faut travailler dès maintenant, il faut travailler extrêmement fort. Donc,
Ne pas se hâter, mais travailler fort avec une vision long terme et se définir pourquoi. Oui, et surtout, essayer de comprendre et de s'éduquer. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui lancent des projets très très vite, sans avoir une compréhension globale. Et surtout, moi, ce que je remarque, et je pense que ça, je vais faire le lien avec le publicitaire que tu es, sans l'analyse des cibles. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'entre les gosses qui ont 15 ans aujourd'hui, qui dans 5 ans auront 20 ans, il y a une fracture énorme au niveau du comportement, puisque quand on va arriver avec la 5G partout, la fin de l'année, début de 23, les casques Apple, enfin les lunettes Apple. Donc ce sont des processus d'accélération qui vont impacter les comportements. Et en fait, souvent les marques ne se positionnent pas à 5 ans. Elles veulent faire un projet tout de suite. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire, OK, et nous, c'est ce qu'on fait quand on est appelé par des marques. Avant de commencer, on leur dit, qui sont vos clients dans 5 ans et comment vous vous projetez dans 5 ans? Sur quel canal vous allez vendre? Qu'est-ce que vous allez raconter? Et surtout, qui va acheter? Et alors là, en fait, tu vois que souvent il y a un blanc parce qu'ils ne se sont pas projetés aussi loin, parce qu'ils sont dans l'urgence d'aller dans le Web3 tout de suite. Et en fait, on aime bien nous dire, attention, il n'est pas l'heure de faire, il est l'heure de construire. Exactement, c'est l'art de la construction. En fait, si je fais une comparaison, les NFT, c'est intéressant et c'est pour moi un outil de CRM extraordinaire. Oui. Et de CRM, de club de fidélisation, enfin vraiment des choses extraordinaires. Mais quelque part, la grande cathédrale, on est des bâtisseurs de cathédrales quand on fait un métaverse de marque, alias un miniverse. C'est une cathédrale. Une cathédrale ne s'est pas fait en un jour. Et une cathédrale, pour qu'elle fonctionne, bien sûr, il y a l'audience au cœur. Et comprendre l'audience aujourd'hui est le challenge pour les 3-5 prochaines années. Aujourd'hui, tu fais bien de le souligner, je sais que vous êtes spécialiste de la question de la Gen Z et de la génération alpha. Oui. C'est évident qu'aujourd'hui, on connaît très mal les audiences. Moi, j'ai étudié énormément d'études qui sortent. Ces études, elles sont perfectibles. C'est bien, elles existent. Mais quand vous regardez concrètement les échantillons qui sont étudiés, on voit que soit on est face à des échantillons larges et du coup des panels larges et du coup on va finalement interroger des gens qui ne connaissent rien au métaverse en leur faisant projeter des idées, oui. Vous voyez, ou alors quand on a des vrais utilisateurs, ils vont être quelques dizaines, donc extrêmement peu nombreux, l'air de rien. Et c'est pour ça que moi c'est vraiment le cœur de ma démarche, parce que sur ces sujets-là, Web3, je veux être un maker, je veux pas être simplement un observateur. C'est pour ça que déjà d'une part, je travaille sur une grosse étude qu'on fait avec l'IFOP prospective, où on va interroger un panel de 2000 vrais utilisateurs qu'on va récupérer chez Sandbox, sur la Blockchain Gaming Alliance, sur DressX, sur Excusable, pour comprendre ces nouveaux usages et quel impact. Et moi, j'ai posé une question toute bête. Un lancement de NFT, ça fait quoi sur la perception de marque? Est-ce que ça développe de la préférence de marque? Ça, aujourd'hui, on ne le sait pas. Mais c'est génial, parce qu'en termes de planning stratégique, on va se régaler. Et puis, il y a quelque chose de très important, tu soulignais la jeunesse. Il va avoir une fracture plus que générationnelle aujourd'hui. Pour moi, il y a un paradigme qui est extrêmement compliqué. Et je pense que le luxe, attention, a des atouts, mais le luxe aussi va avoir des challenges qui vont être très difficiles à relever. Mais je pense que d'un point de vue social, et je parle vraiment de l'impact du Web3 dans nos vies, aujourd'hui, la question de l'intangibilité, quelque chose qui est très fracturant. Clairement, c'est cette phrase de la digital artist qui dit aujourd'hui, il n'y a pas plus rare que ce qui n'existe pas vraiment. C'est marrant parce que Foucault disait à peu près la même chose. Mais aujourd'hui, quand on interroge des milliers de gens, la notion de l'intangibilité et de ce que coûte l'intangibilité, quelque chose qui est mal vécu, pas compris, voire même violent. Alors que quand on interroge les Z, mais en plus que la génération métaverse, c'est pas les Z pour moi, c'est les alphas, oui. Clairement. Oui. C'est eux, pour eux, c'est complètement naturel. Mais interrogeons même une personne de 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, cette notion d'intangibilité, on peut être complètement froid devant. Et quand on sait aujourd'hui les tensions sociales qu'on a, attention, ce Web3 peut mettre de l'huile sur le feu. Oui, exactement. Et je trouve que c'est très important de comprendre cette fracture qui est générationnelle, mais aussi technologique, parce que, comme tu disais, ça impacte les comportements. Et très peu de marques
en fait, en gros, l'idée, c'est de construire sa maison. Tu construis tes fondations et tu ne peux pas louer ta maison à des gens et donc l'exploiter commercialement tant que ta maison n'est pas construite. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui commencent à louer alors que les fondations ne sont pas construites. Et moi, j'ai été vraiment marquée. On a accompagné Estée Lauder ici en Belgique dans leur réflexion et compréhension NFT Metaverse. Et on a pris l'exemple de Gucci. Alors, on aime Gucci ou on n'aime pas Gucci, on aime ce qu'ils font ou pas. En attendant, c'est quasiment une des seules marques qui fait une transformation 360 en acceptant de la crypto, en montant une académie gaming, en faisant des expos NFT, en faisant des collabs, enfin, en intégrant des métaverses, les jeux, etc. Donc, ils sont sur plusieurs facettes du Web3. Et ce qui était assez incroyable, c'est de se dire, on était chez Estée Lauder, donc on prend l'exemple de Gucci, et à un moment donné, on est devant une quarantaine de filles. Et là, il y a la moitié de la salle qui nous dit « Mais maintenant, je comprends pourquoi mes enfants n'arrêtent pas de me parler de Gucci. » Alors que pour nous, la marque est poussiéreuse. Et en fait, eux, ils trouvent que c'est incroyable. Ils ne jurent que par ça. Et les mamans ne comprenaient pas, en fait. Et donc, c'est à un moment donné de se dire « Oui, bien sûr, ce n'est pas ces gosses-là qui achètent Gucci aujourd'hui. En revanche, la marque se positionne sur les générations à venir, celles-là, celles qui seront leurs futurs clients. Et donc, cette marque construit les fondations de sa maison, de sa future maison. Et exactement. Parce que c'est la base de la résilience du luxe. J'écris luxe et résilience. Oui. Pourquoi le luxe est résilient? Déjà, il est resté l'ami des riches, mais surtout, et vous êtes des spécialistes. Moi, ma légitimité, c'est mon école. J'ai 700 étudiants, donc je les observe. En fait, c'est eux, je travaille avec eux, mais c'est fascinant. Mais aujourd'hui, depuis à peu près 8 ans, le luxe est obsédé par la jeunesse plus que jamais. Ça a commencé par les millénials. Rappelez-vous la couverture de Mimimi Génération du Time, qui a fait toutes les slides, les slides PowerPoint de tous les consultants et autres. Eh bien, aujourd'hui, c'est la Z, et demain, et même maintenant, c'est même la génération Alpha. Oui. Or, aujourd'hui, regardez les chiffres très concrets de Bain, qui dit qu'aux États-Unis, en 2025, génération Y plus génération Z, c'est 70% du luxe américain. Donc, la prise de pouvoir de la jeunesse, qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, dans le luxe, elle est réalité. Ah oui, Eric, ça c'est une étude qu'on a vu passer il y a quelques mois qui est stupéfiante, c'est qu'en 2025, donc dans à peine 3 ans, oui, c'est rien. C'est rien du tout, 65% des clients du luxe sont des jeunes d'aujourd'hui en fait. De 65 à 70%. Hein. Voilà. Même, je suis sur Gen Y et autres, et je ne veux pas me tromper. Et du coup, alors, et donc, comme c'est les jeunes, comme c'est les Z, forcément, il y a une dimension d'inclusivité qui est plus forte, où on voit pour la première fois où l'Amérique WASP n'est plus le premier segment, mais le deuxième segment derrière afro-américain et latino. Donc il y a vraiment un mouvement qui se fait, mais je veux dire, la bataille des Z, elle est aujourd'hui, mais il faut préparer la bataille des alphas. Et la bataille des alphas, elle va se mener où? Dans le Web3, dans les métaverses. Un chiffre hallucinant qui disait d'une association anglaise qui disait que les alphas vont passer 10 ans de leur vie dans les métaverses, 10 ans de leur vie. Donc, marque, alors c'est pas que le luxe, est-ce que votre clientèle va passer 10 ans dans un endroit, est-ce que cet endroit vous intéresse? Oui, évidemment, comme ça. C'est un raccourci très efficace, ça. Hein. Ouais. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a une chose incroyable. Alors, c'est pas les alphas, c'est entre deux, donc c'est vraiment les 15-20. C'est des générations qui ont un sens de la propriété déjà très marqué, de la possession, et qui spéculent. Le nombre de jeunes qui spéculent et donc qui se font de l'argent en vendant des trucs sur Vinted, en réinvestissant la plus-value sur de la crypto. Et donc, ils passent du Web 2 au Web 3, vraiment comme toi, tu changes de pièce. Et ils transforment. Et donc, pour eux, passer du Web 2 au Web 3, c'est pas seulement la blockchain et les usages décentralisés, c'est aussi, ils font de l'argent en euros, ils le transfèrent en crypto. Et donc, ils ont une espèce d'agilité comme ça, qui est incroyable. Et quand on explique ça aux marques, souvent, elles n'ont pas cette conscience. Alors, elles ont lu des articles, elles ont eu des consultants qui sont venus présentations, mais quand on commence à faire le lien avec les enjeux de la data, les enjeux de l'e-commerce, du virtual commerce qui va évoluer, des comportements dans les métaverses, des besoins, des attentes, du besoin effectivement d'avoir un sens de la propriété qui n'est pas le même que le nôtre, qui n'est pas le même forcément que le directeur marketing qui dirige la boîte. Et donc, tout ça, c'est assez nous, souvent, les marques nous disent « Attends, Claudia,
on a presque fini la transformation réseaux sociaux. On est encore en plein dans la transformation e-commerce. Et toi, tu viens avec ton truc, mais on n'est pas prêt. Et pourtant, alors, c'est pas qu'il faut aller vite, mais en tout cas, il faut se préparer. Et il faut comprendre. Ah oui, mais il faut aller vite, il faut s'équiper vite en talent, en nouvelles compétences. Je rejoins complètement, il y a un rapport à l'argent qui est complètement décomplexé des aides, on n'en parle pas assez. On les caricature souvent en super militants et ainsi de suite. Pour moi, ils sont métamodernes. Et pour moi, quelque part, alors je parle pas d'eux, que j'ai parlé de mode, la métamodernité, c'est comme ça que je les analyse. Métamoderne, c'est le en même temps macronien, quelque part. Donc, en même temps, ils sont en effet éco-warriors, et en même temps, ils font le succès de Chine, qui est quand même, en termes de pollution, une vaste saloperie. Et pourtant, comment on peut être les deux en même temps? C'est ça, c'est le en même temps. Et ce métamoderne, il marche super bien sur le métaverse, parce que le en même temps, c'est fait pour les avatars. On est en même temps plusieurs, et c'est tant mieux. Et économiquement, c'est complètement ça. Et je pense que ça va être l'une des raisons du succès du Web3 auprès des alpha, Z et autres. C'est ce rapport à l'argent. Parce que ce sont des enfants des métacrises. Ils ne vivent que des crises, finalement. Exactement. Vous voyez, là, maintenant, c'est l'inflation. Après, enfin bref, c'est une somme de crises. Et ce qui est bien sur le Web3, c'est sa proposition par rapport à la créative économie, où je vais pouvoir, grâce à la blockchain, après, il faut du talent, monnayer ma création. Je vais pouvoir gagner de l'argent par la création. Et aujourd'hui, pour moi, s'il y a un exemple dans le Web3, même qui invente un nouveau luxe que j'appelle le luxe 3.0, qui est un luxe en effet qui change en termes d'usage, qui est technologique, mais pas que, qui est aussi politique, culturel, c'est Artefact Studio. Artefact Studio a un chiffre quand même hallucinant, donc qui a été racheté par Nike, qui est un studio créateur de NFT, de stickers, aujourd'hui d'avatars et autres. Aujourd'hui, il faut juste savoir que Artefact Studio a généré 1,5 milliard de dollars de ventes l'année dernière. 1/3 est revenu dans les poches d'Artefact Studio, 2/3 dans les poches de la communauté. Ce que dit Pagotto, c'est que dans le marketing à papa, on dit le plus important, c'est les 100 premiers clients, voire les 1000 premiers clients. Chez Artefact, on parle, nos 100 premiers clients sont devenus millionnaires. Alors, donc, il faut, pardon Eric, c'est très important ce que tu dis sur Artefact, effectivement, qui s'écrit d'ailleurs RTFKT, mais qui se prononce Artefact. Donc c'est aussi un acronyme, il y a des Français d'ailleurs dans Artefact. C'est une start-up qui en à peine 12 mois s'est fait racheter par Nike. C'est une start-up qui a créé justement des baskets virtuelles. Qui étaient achetés en NFT. Donc j'imagine que toi tu parles aussi des royalties, c'est ce principe absolument magique qui est qu'à chaque revente de la basket virtuelle en NFT, la marque touche des royalties, ou alors le créateur touche des royalties, ou alors le client lui-même touche des royalties. Donc il y a un système économique qui inclut tous les clients et la marque et les fans et les collabs d'artistes, qui inclut tout le monde dans l'écosystème. Donc ça c'est très puissant. Et il y a eu aussi la possibilité donc d'emmener ces baskets virtuelles dans des univers virtuels, donc des métavers. Et donc ça c'est vraiment, on dit aussi la mode, oui c'est la mode de demain. C'est-à-dire que c'est aussi des baskets qu'on peut montrer. En plus c'est amusant parce que Nike, pour pas mal d'utilisateurs, est considéré comme une espèce de marque de luxe. Exemple, les baskets Dior, Nike, vous voyez, qui sont vendues à des dizaines de milliers d'euros. Mais c'est vrai que sur Artefact, c'est à la fois les royalties, mais c'est aussi une nouvelle vision de voir la communauté. Et ça, je pense qu'en effet, c'est exactement testimonial. Voilà, ça y est, on est à peu près au point sur les réseaux sociaux, sauf qu'avec le Web3, il va falloir repenser encore les stratégies communautaires qui sont à la puissance 1000 dans le Web3. Et concrètement, Artefact, c'est à la fois les royalties, mais pas que. C'est quand, par exemple, on réinvente le drop. Donc, c'est des super drops, entre guillemets, où, en effet, quand Artefact va vendre 100 sneakers avatars en drop, il va donner 100 avatars NFT stickers à sa communauté. La communauté, c'est les premiers acheteurs. Donc, vous voyez, c'est encore plus que Suprême. Suprême ne fait que finalement, le succès de Suprême, c'est je fais des drops en permanence, donc finalement, j'ai les pros de Suprême qui achètent pour revendre au deuxième marché, point. Mais Suprême n'offre jamais rien. Là, Artefact réinvente la rareté en offrant finalement 50-50. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça c'est la première étape. Et la deuxième étape,
pour moi, Artefact, c'est le masterpiece, hein, vraiment à analyser. Et c'est du luxe. C'est un nouveau luxe, c'est le luxe 3.0. Il emploie même le mot, si vous voulez. Et ce qui est fascinant sur Artefact, au-delà de ça, c'est qu'ils viennent de commercialiser les avatars. Et dans ces avatars, vous avez la possibilité de jouer avec les fichiers 3D et de faire votre propre création, de créer votre propre marque et de vendre. Voilà, là, vraiment, voilà l'économie créative. Ça, tu parles, alors ça c'est très bien, tu parles des clones X. Alors les clones X, c'est une série de collectibles. En fait, c'est un mélange entre PFP, c'est-à-dire des photos de profil. C'est des collectibles parce qu'il y en a un certain nombre de milliers, je crois, je ne sais plus exactement. Il y a une collaboration avec Takashi Murakami, qui est un grand artiste contemporain. Et il y a eu surtout, comme tu dis, il y a 15 jours, la révélation, la possibilité pour le détenteur du NFT, du clone X, la possibilité de recevoir donc gratuitement le fichier 3D qu'il va pouvoir downloader dans son ordinateur et modifier à loisir. Et il obtient aussi la propriété intellectuelle. Donc ça c'est effectivement extrêmement puissant. Donc le possesseur du NFT peut recréer tout un univers autour de son clone X lui-même. Exactement. Et donc, et là c'est l'idée aussi des Bored Ape et autres, où, quelque part, dans le Web 3, et là c'est là où on peut faire, vous voyez, pour l'instant on dit le Web 3 c'est le paradis du luxe, allez-y. C'est là où il faut raison garder et qu'il y a des sacrés challenges. Bored Ape, pourquoi ça cartonne aussi, c'est parce que il y avait les IP, les droits à la propriété, qui étaient du coup rétrocédés. Donc vous pouvez faire entre guillemets ce que vous voulez commercialement parlant avec votre Bored Ape. Oui, ils ont créé un nouveau standard qui est de donner le intellectual property, donc le IP, et qui fait que les gens qui possédaient un Bored Ape, donc ces fameux singes là dont toute la presse parle, on pouvait ouvrir un restaurant, on pouvait faire des t-shirts. De McDo, voilà. Ouais, exactement. On pouvait même faire un film. Je sais qu'il y a un film à Hollywood qui est en train d'être fait là-dessus. Il y a des livres qui vont être écrits. Enfin, en fait, on intègre la communauté dans la création. Et en fait, on demande même à sa communauté de développer la marque. Oui. En fait, c'est la première fois qu'on a proposé donc aux clients, qu'on a offert la possibilité aux clients de développer du business sur juste une propriété intellectuelle. Et donc quelque part d'amplifier la marque et de co-construire la marque. C'est quand même une révolution. Est-ce que le luxe est prêt à ça? C'est pour moi, là, on touche au cœur du sujet. Pour moi, il y a deux challenges qui sont totalement luxe non compatibles, hein, parce que je sais que dans votre podcast, on parle vrai et on n'est pas dans le bullshit. Pour moi, il y a deux challenges énormes. Il y a, est-ce que le luxe est prêt à jouer le jeu de cette communauté qui s'enrichit, à donner des droits, ça m'étonnerait. Et deuxième challenge, moins financier, qui est la co-création. La co-création, c'est l'alpha et l'oméga de la construction de marque sur le Web 3. On a vu Lacoste qui a lancé, c'était nos invités, Underwater, une série de NFT qui donnait accès justement à de la co-création d'expériences, voire de produits. Là, je crois qu'ils en ont vendu 10 000 NFT, donc super communauté. Est-ce que le luxe est prêt à rétrocéder ses droits? J'y crois pas une seconde. Est-ce que le luxe est prêt à jouer le jeu de la co-création? Il ne l'a absolument pas fait dans le Web 2. Non, mais je pense que tout est à revoir, tout le modèle. Alors, est-ce que les marques doivent imaginer ce genre d'action sur une partie de leurs produits pour pouvoir construire la marque avec la communauté, main dans la main, et à côté de ça, vendre d'autres produits? Donc, et parce que la marque sera forte, ils vendront d'autres produits. La relation avec les influenceurs, les ambassadeurs est à revoir. Et finalement, on se rend compte que dans le Web3, les ambassadeurs, c'est ceux qui collent aux valeurs. Et donc, quand tu dis qu'Artefact donne une série de NFT, une centaine de NFT, eh bien, c'est une façon, en fait, de remercier les ambassadeurs et de les engager. Et donc, en fait, c'est pas que... Je ne sais pas si les marques du luxe ou les marques tout court, en fait, je ne sais pas si elles sont prêtes à ça. Parce qu'en fait, c'est pas une chose à faire, c'est tout le modèle à revoir, entièrement, 360. Et évidemment, ça se fait pas avec 15 slides. C'est une réflexion profonde qui colle à la transformation de la société. Et en fait, souvent, les gens ne se rendent pas compte. Moi, quand je fais ces conférences sur les zètes et les alphas, je dis, mais en fait, on dézoome. Qu'est-ce qui est important? C'est que tous les jours, dans vos foyers, sous vos yeux, un petit peu plus chaque jour, la société se transforme. Et on passe d'une société
centralisée, organisée, à une société plus organique, décentralisée. Ça ne va pas se faire en 2 jours, ça va se faire en 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais c'est vos enfants qui transforment cette société, et vous êtes observateur de ça. Et en fait, vous, c'est les marques aussi, on est observateur de ça, et parfois on ne se rend pas compte à quel point le Web3, c'est le reflet de la transformation de la société. Et c'est comme ça qu'il faut regarder le changement, en fait. Parce qu'alors, on mesure l'ampleur du chantier. Et alors, évidemment, alors là, on est un peu ridicule quand on se dit « je veux faire une action NFT ». Ben oui, non, bien sûr que non. Ça, c'est une pierre, une pierre du collier, en fait. Mais il faut faire tout le reste, oui. Tout à fait. Mais je suis complètement d'accord avec toi. En fait, si je veux dire, je vais parler juste du luxe parce que c'est le secteur que j'aime. Le luxe, enfin le Web 3 permet la naissance d'un nouveau luxe qui est le luxe 3.0, qui n'est pas que digital, qui est dans cette évolution, qui est l'extension du domaine de l'influence du luxe. Le luxe est partout. Le luxe est en train de remplacer le premium. Le luxe est surdominant. Les chiffres de Bain, plus 15% potentiellement cette année dans le luxe. Donc quelque part, il ne connaît pas la crise. Alors combien de temps? À voir. Mais soyons clairs, ce que tu dis est très juste. Aujourd'hui, ça force à revoir complètement le logiciel marketing. Donc, ça veut dire c'est l'extension du domaine de la lutte, le Web 3. Parce que ça va pas être facile, parce que concrètement, il va falloir apprendre son bâton de pèlerin et qu'il va avoir un combat. Parce que combien de CMO sont pas prêts à vouloir changer leur logiciel? Ça va être une révolution lente, douce ou pas. Oui, exactement. Et une transformation, comme tu l'as dit, globale, 360, pas juste au niveau du marketing, ça impacte d'autres choses, ça impacte le RH, ça impacte la compta, les talents, trouver les talents pour faire cette révolution. Est-ce que, Eric, j'ai une question, tu parlais justement du Web3, tu dis qu'il y a une redéfinition du luxe, et à partir du moment où maintenant on a la rareté digitale, parce que la vraie révolution, le bouleversement de civilisation, je dirais presque, c'est que dans le digital, on avait l'habitude, depuis 40 ans qu'on a des ordinateurs, on avait l'habitude de copier-coller. Et effectivement, ce copier-coller est dans la tête de tout le monde en se disant « je ne serai jamais propriétaire réellement d'un fichier puisque je ne vais pas aller le déposer, je vais pas déposer un brevet à chaque fois que je crée un fichier Excel ou un fichier Word ». Donc effectivement, dans l'esprit des gens, même avec Spotify, avec Netflix, on est locataire. On est locataire de ces fichiers digitaux. Et d'un seul coup, la blockchain vous dit maintenant vous en êtes propriétaire. Donc il y a un phénomène de rareté. Le luxe, pour moi, la définition principale du luxe, c'est que c'est rare, en fait, c'est la rareté. Oui. On est d'accord. Maintenant, dans le monde digital, comme même moi, je peux faire des œuvres, je peux en faire une édition de 3 certifiée par la blockchain, donc je suis dans la rareté. Est-ce que la notion même de luxe dans le Web3, maintenant, va pas être totalement répandue, galvaudée, démocratisée, finalement? C'est une vraie question. En fait, c'est les deux, mon général. Et c'est ça la force du luxe. C'est d'être métamoderne. Donc, en même temps, il est partout, mais il ne va pas être possédé par tous. Exactement. Donc, c'est l'extension du domaine du luxe. C'est ça le luxe 3.0. Mais aujourd'hui, simplement, l'access... Attention, le luxe est accessible, mais n'est pas access. Aujourd'hui, le nouvel accès pour le luxe, c'est le rouge à lèvres quand même à 75-120 €. Donc, on revient, c'est la désirabilité d'une marque de luxe, c'est d'être désiré par le plus grand nombre et possédé par un petit nombre. Et bien là, on suit cette équation. Et justement, le Web3, parce que cette possession, parce que le copier-coller est entre guillemets terminé, va pouvoir renforcer encore cette rareté. Donc, je pense que c'est un mariage d'amour. Exactement. Et c'est un mariage entre la rareté et la visibilité. Je prends l'exemple de deux marques qu'on connaît tous. Vuitton. Bon. Ils sont copiés dans le monde entier, dans tous les pays en voie de développement. Tu vois des faux Vuitton. Ils luttent contre la contrefaçon, mais en même temps, le fait d'être copié rend la marque désirable. On ne copie que les meilleurs. Regarde les Z, ils ont un comportement très particulier par rapport à la copie, parce qu'à la fois ils la rejettent, mais en même temps ils la désirent. Ils achètent de la copie des Z, mais simplement c'est une copie gamifiée. On se moque un peu de la marque. Oui, exactement. Mais d'un autre côté, quand tu dis c'est un duo entre la rareté et la visibilité, je fais le parallèle entre Vuitton et une marque belge de maroquinerie qui est Delvaux, qui a vraiment lutté, mais très très fort contre la contrefaçon, à tel point qu'en fait on les voyait pas. Et parce qu'on les a pas vus,
eh bien, la marque disparaît parce qu'il n'y a plus que la rareté. En fait, c'est toute la notion. Qu'est-ce qui amène la désirabilité sur la rareté? C'est la visibilité. S'il n'y a pas de visibilité, bah, ton produit n'est pas désirable. On ne désire que ce qu'on convoite. Et aujourd'hui, sur le digital, mais c'est assez incroyable de se dire que quand tu vois le phénomène Gucci chez les jeunes de 15 ans, c'est pas eux qui achètent. Et pourtant, ça crée la valeur de la rareté. Et donc, c'est toute une subtilité et il faut pouvoir la doser. Et c'est ça qui est difficile pour les marques, évidemment. Exactement. Donc, mais bon, quel challenge, mais rien n'est impossible. Après, le vrai challenge, c'est les RH, en effet. Nous, là, je suis en train de préparer un master dédié justement sur la question des métaverses, mais pas que, ici. Et par exemple, un talent fondamental, qui était un talent qui est absolument pas présent en maison, très peu, c'est le gaming. On n'a pas parlé de gaming encore. Oui, justement, je voulais t'amener là-dessus, Eric, sur la gamification. C'est la colonne vertébrale de tout ça. Alors justement, Eric, ça tu pourrais vraiment nous éclairer, parce que alors, la gamification des marques de luxe, ça c'est extrêmement bouleversant, c'est intéressant parce qu'on se demande, interpellant, c'est ça le mot que je cherchais, parce que quand on voit que il y a Vuitton, on parlait de Vuitton, fait des skins, fait des interventions dans des jeux vidéo, donc des jeux vidéo très populaires, donc la marque copine en fait avec les codes du gaming, avec la game theory, etc. Comment tu vois ça? Est-ce que les marques prennent conscience du bouleversement des enjeux Totalement. C'est un bouleversement total. Voilà, ce n'est absolument pas naturel, hein, soyons clairs. Oui, c'est ça, voilà. Ce n'est pas naturel. Moi, je suis gamer, donc j'ai cette chance de voir ça. Et je me rappelle des réunions que j'ai pu avoir avec des marques de luxe en leur parlant de ça il y a 10 ans, en me disant, mais le jeu, c'est pas du luxe. Voilà. Donc, autant dire que pour moi, je trouve la même dissonance entre le Web 2 et le gaming, si vous voulez, en termes de valeur intrinsèque. Même si, bon. Aujourd'hui, il faut se poser la question un peu. Rappelez-vous la question quand je vous disais nos gènes alpha vont passer 10 ans dans les métaverses. Je pense que principalement, ce seront des métaverses de type gaming. Donc aujourd'hui, quand on voit en fait l'extension du domaine du luxe passe par le gaming. Pourquoi? Parce que le temps de cerveau disponible, mais j'ai envie de dire pas simplement des Z, même la génération X, voire même les boomers, aujourd'hui, la planète gaming a pris le pouvoir sur la télévision, sur la presse, sur la radio et autres. Donc aujourd'hui, comme le luxe doit être partout, tout en développant sa rareté, si vous voulez toucher Millennial Z, le gaming est juste incontournable. Oui. À partir de là, vous avez fait ça. Comment vous le faites? Comment vous le faites pour, certes, être en phase avec vos valeurs, mais j'ai envie de dire, ne soyons pas égocentriques. Comment le faire pour que les gamers ne vous prennent pas comme des gros vendeurs du temple, vous voyez ici. Et je pense qu'il faut jouer avec les gamers. Il faut comprendre les codes. Il faut rentrer dans les codes du jeu. Il y a des marques qui l'ont fait très bien. Pourquoi? Parce que là, c'est une question de RH. Ils ont intégré dans leurs équipes des gens qui ont le skills gaming. Oui, d'ailleurs, tu as vu, Eric, pardon, je te coupe. Eric, tu as vu que donc Facebook, enfin maintenant Meta, vient de sortir des avatars pour travailler dans Workrooms. Des avatars, donc des vêtements virtuels fabriqués, designés par Balenciaga. Donc ça vient de sortir et c'est impressionnant de se dire, et moi c'est ce que je crois, c'est que comme toujours la micro-informatique est rentrée comme ça, la micro-informatique est rentrée dans les bureaux. Ah, ça a été mal reçu, tu as du retour là-dessus? Explique un peu. Ouais. Pourquoi? Alors déjà, si vous voulez, il y a un problème méta. Ah oui, ça d'accord. Déjà, il y a un problème méta. Problème de la domination. Je ne vais pas dire qu'il y a un délit de sale gueule méta, mais en fait, c'est vrai que méta est parti est clivant chez les pères fondateurs du Web 3. Ouais. Pour une simple raison, il s'appelle Meta. Donc quand vous appelez Meta, vous voulez être le seul métaverse. Et donc finalement, c'est mettre de la centralisation dans un monde de décentralisation. Premier point. Deuxième point, ça n'a jamais été confirmé, mais ça n'a pas été infirmé. Vous savez, c'est le fisc que demandera Meta pour tout acte de commerce dans leurs univers, qui est proche des 50%. Oui. Donc forcément, quand vous envoyez les deux messages, vous voyez, vous n'êtes pas très apprécié. Et en plus, Meta, c'est Facebook, et on sait très bien qu'il y a un rejet aujourd'hui de Facebook, des Z et des alphas. Donc vous voyez, bref, il y a une tension ici. Et ce qui est assez intéressant, c'est que donc, alors que Meta travaille, il fait des choses remarquables ici. Donc Meta a en effet lancé sa première collection, si vous voulez, avec Balenciaga.
et ils se sont fait allumer, c'était pas esthétique, c'est pas assez cher. Enfin, bref, vous voyez, enfin, j'ai l'impression que dès que Meta sort quelque chose, ils se prennent des volets de bois vert, comme on dit, si vous voulez. Alors là, c'est intéressant. Donc, et il y a une critique esthétique, c'est des anciens modèles. Il y a une critique des avatars Meta. Bref, toujours, vous voyez, on prend Meta à rebrousse-poil. Et là, ce qui est intéressant, c'est que DressX, du coup, ils ont changé un peu de stratégie. DressX arrive aussi sur Meta. Mais juste petite parenthèse sur la question Meta, elle est passionnante. Oui, mais attends, Eric, ok, mais très bien. N'empêche que ces avatars sont fabriqués pour Workrooms. Workrooms, c'est la possibilité de la réunion virtuelle avec un casque Oculus. Oui. Donc il y a un énorme, c'est très prometteur. Je crois que ça marche très bien déjà aux USA. Donc il y a beaucoup de gens qui se réunissent dans Workrooms, qui font des entretiens d'embauche dans Workrooms. Oui. Donc évidemment qu'un entretien d'embauche, on va se dire, j'aimerais quand même avoir un beau vêtement, enfin une belle chemise. Et évidemment que si la chemise Balenciaga est à $1, donc évidemment qu'on va l'acheter en NFT et aussi. Donc je pense que c'est... Tu peux poser pour le prix. Alors voilà, c'est ça. Et le prix, en fait, c'était le hoodie Balenciaga était à 8,99 €. Donc là, se pose une question du prix, en fait. Ouais. Et rappelons-nous ce qu'a dit monsieur Bernard Arnault, rappelez-vous, il y a quelques mois. Nous ne sommes pas dans le Web3 pour vendre des stickers à moins de $10. Là, il se pose une question sur le prix. Vous voyez, est-ce que quelque part, vous voyez, un hoodie Balenciaga, ça vaut 1 000 €, le vendent la réplique 8,99 € ou $10, quoi, pour faire court, ça peut poser une question parce que si il faut se poser la question et on ne sait pas. Vous voyez, on revient sur la question des études. Quel est l'impact? Si vous avez une chemise Balenciaga que vous achetez 10 $ pour votre avatar. Je rappelle que les études sur les avatars montrent que pour la Gen Z, même si l'échantillon n'est pas super, dit qu'un avatar, c'est aussi important que son reflet dans le miroir. Donc, vous voyez un peu, c'est important. Donc, c'est un impact sur la consommation. Si vous avez votre chemise Balenciaga à 10 $ et que vous le voyez en magasin à 1500, est-ce qu'il n'y a pas un impact de perception? Ouais. C'est une question incroyable d'ailleurs parce que c'est une question fondamentale. Effectivement, tu es en train la valeur. Moi, c'est ça qui me plaît. Vous savez, dans le Web 3, on dit que c'est un Far West et c'est vrai, mais c'est pas la ruée vers l'or, c'est la ruée vers la valeur de la communauté, la valeur d'une création. Donc, c'est très intéressant. Ce qui est intéressant, Eric, c'est le parallèle entre ces jeunes qui disent ma vie à travers mon avatar est plus importante que, enfin, mon apparence à travers mon avatar est plus importante que mon apparence dans la vie physique. En revanche, ce qu'on va lui vendre, les skins qu'on va lui vendre vont être 150 fois moins chers dans le virtuel que dans la vie physique. Et donc, à un moment donné, j'accorde plus d'importance dans ma réalité, dans mon double digital, mais combien suis-je prêt à mettre? Aujourd'hui, on sait qu'ils sont prêts à mettre jusqu'à 49,99 € dans un skin maximum. Mais donc, c'est vrai que pour des marques comme Balenciaga, ça pose la question de qu'est-ce qui vaut ce prix-là? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que ma marque est prête à faire? Et comment je me positionne par rapport au double virtuel? Et ça, c'est une question fondamentale qui est presque philosophique. C'est alors philosophique et stratégique en même temps. Philosophique, je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est intéressant parce que dans Luxe et Digital, j'ai un chapitre qui est écrit par Breitling. Et en fait, la stratégie de Breitling, c'est d'avoir absolument pas d'artefacts digitaux, mais d'associer une Breitling à un NFT, mais qui va être du coup un NFT serviciel, un NFT qui va donner accès donc à des certifications et autres. Donc, du coup, et c'est ce que dit Breitling, il y a un problème, parce que, imaginons, là on est sur des skins, mais imaginons des NFT. Vous vendez la chemise, on revient sur la chemise Balenciaga avec un bon exemple. Vous vendez, regardez, il y a quelques mois, vous avez Dolce & Gabbana qui a sorti des NFT haute couture, entre guillemets. C'était une collection d'une dizaine de vêtements qui s'est vendue à presque 3 millions de $. Donc là, vous dites, waouh, super opération, et ainsi de suite. Imaginons que, pareil, vous avez Balenciaga qui sort des NFT chemises, par exemple, et que les NFT chemises, vous les achetez 1 000 €. C'est aux enchères, c'est 1 000 €. Mais du coup, la valeur s'écroule et ça vaut 10 €. Quel est l'impact sur la perception de la marque? Et finalement, Breitling ne prend pas le risque, dit, bon, moi, les NFT sont serviciels, donc en eux-mêmes, ils n'ont pas de valeur. En eux-mêmes, ils ne peuvent pas être dépréciés. C'est un outil de CRM, c'est un outil de service. Et donc là, je n'ai pas de problème de valeur. Ma valeur est ailleurs.
Donc, vous voyez, il y a des stratégies différentes. Oui, mais je dirais que les enjeux pour les horlogers sont encore différents. On sait que ces générations ne portent pas de montre. Et donc, c'est aussi la transformation de ce modèle-là, puisque là, la technologie est utilisée comme servicielle parce qu'elle ne s'adresse pas forcément aux deux gènes. Fais attention. Alors, fais attention à ça, parce qu'on a fait une grosse étude sur les tribus Z millénial, il y a une montée en puissance de la montre, mais c'est une montre vintage. En fait, la montre est de retour. La peur de la transformation, enfin, c'est vrai que la Suisse a eu peur que les Apple Watch remplacent les montres. Oui. La substitution. Aujourd'hui, le désir montre est de retour, et même ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, il y a une marque de NFT qui est thaïlandaise, qui vend des copies Rolex Submariner. Alors, ça s'appelle des Submariner quelque chose, et vous pouvez faire votre NFT sur mesure de fausses Rolex ici. Donc, attention, le désir monte est de retour. Mais c'est vrai que c'est plus difficilement digitalisable que de la mode. Oui, oui, tout à fait. Et puis, comme tu disais, c'est une culture de la rareté, et donc ils vont chercher des montres exclusives et rares, vintage. Je ne suis pas sûre qu'ils vont pousser la porte d'un magasin pour aller acheter une montre. Le magasin est beaucoup moins stratégique. Tu as raison. L'e-commerce prend tout son sens. Et comme dit Breitling, aujourd'hui, les commerces dans la montre, avant, c'était la cerise sur le gâteau. Maintenant, c'est le gâteau. Oui. Donc, on voit que l'extension du domaine du luxe et du luxe digital, voilà encore un très bel exemple. Oui. On va bientôt arriver à la fin, mais il y a quelque chose que je veux vraiment aborder avec toi, c'est l'importance des communautés et la capacité pour une marque de développer plusieurs communautés en fonction du produit qu'elle va développer. Je voudrais savoir ce que tu penses de ça, sur comment aller engager ces communautés grâce aux technologies du Web3. Fondamental. Ouais. Donc, fondamental. Le Web3, c'est une vraie révolution communautaire avec là encore, on parle de valeur. C'est la value proposition qui est basculée. On a parlé aujourd'hui, que veulent les communautés Web3 ? Ils veulent gagner de l'argent. Alors que, dis-moi un exemple de communauté hors Web3 ou de marque où tu gagnes de l'argent par la marque. Non, la marque, elle est là pour te distraire et te donner des bons produits, pas de gagner de l'argent. Donc, est-ce que tu es communautaire ? Est-ce que tu es incentivization, premièrement. Deuxièmement, de co-création. Et de 3, culturel. Et je pense que c'est là le biais, et c'est comme ça qu'on y arrive, parce que c'est plus facile de passer par une extension de la culture. Je reviens sur ma définition. Aujourd'hui, le luxe change. On est dans le luxe 3.0. L'extension du domaine du luxe, c'est pas que le digital. L'extension du domaine du luxe, c'est le culturel. Aujourd'hui, il y a une fusion complète entre culture et luxe. La culture apporte la rareté au luxe, parce que le luxe n'est plus rare. Il faut arrêter. Des sacs qui se vendent par centaines de milliers d'exemplaires. Vous voyez là, aujourd'hui, le luxe est tellement massif, tellement puissant que sa rareté, elle est plus virtuelle. Et c'est la culture qui amène sa rareté. Oui. Or, la culture, je pense que Benjamin, vous allez être d'accord dans l'idée. Aujourd'hui, qui contrôle le cours de l'art contemporain ? C'est les collections Pinault-Arnault. Oui. Donc, il y a une prise de pouvoir qui date pas d'hier, mais qui est encore plus puissante sur la culture. Je prends un exemple juste. Regardez une marque que je trouve fascinante, qui devient vraiment une marque lifestyle, qui est Bottega Veneta. Bottega Veneta, il y a 1 an, a décidé d'arrêter tous les réseaux sociaux pour transformer Instagram, YouTube en un magazine culturel digital. Donc, ma réponse, c'est culture. Développer votre snobisme culturel et les communautés viendront. Après, il faut être crédible, faire un travail de fond, travailler avec les bons artistes. Mais oui, tu as raison. Dans l'art contemporain, il y a un tabou qui a sauté il y a une dizaine d'années avec des collabs de Murakami, par exemple, ou de Jeff Koons, avec des grandes marques de luxe. Et alors, une fois que la digue a sauté, là, dans le Web3, on est complètement... Alors, tous les créateurs sont complètement englobés dans des stratégies. Là, on avait reçu le Printemps qui a fait des NFT avec une collab avec un peintre. On a parlé de Artefact qui a fait intervenir... Alors, Murakami, je l'ai dit, mais je n'ai pas dit qu'ils ont fait intervenir un artiste qui est pur NFT, qui s'appelle Fewoshus, qui est un gamin de 18 ans qui a explosé en art digital l'année dernière. Et immédiatement, il a été sollicité par Artefact pour customiser des baskets virtuelles, alors que lui est un artiste digital. Enfin, on est complètement là dans le métaverse. Et d'ailleurs, ça a été un succès fantastique, ça. Mais ce qui est... pas une punchline, entre guillemets, que j'utilise souvent dans mes présentations Web3 aux marques, leur dire le prochain Virgil Abloh est un digital artiste.
Alors pas forcément dans l'impact culturel, enfin en tout cas social, mais regardez, il y a dans vos projets Web3, Metaverse, NFT, il faut un digital artist forcément. C'est devenu l'alpha et l'oméga. Alors qu'il y a 5 ans, à l'époque du GIF, les digital artists, vous voyez, ils se battaient pour bouffer. Aujourd'hui, c'est la clé de voûte de stratégie Web3. Ah ben là, je pourrais faire des podcasts entiers, des épisodes entiers sur la reconnaissance de l'art digital grâce à la blockchain et grâce au NFT. Hyper stratégique. Donc, les marques doivent développer leur curation d'artistes. L'achat d'art, à proprement parler, c'est un challenge énorme. Oui, d'ailleurs, quand tu disais que les marques intégraient des nouvelles compétences, gaming, etc., c'est à se demander s'il ne faut pas intégrer dans les compétences au sein des marques quelqu'un qui a une vue sur le monde culturel, digital, et qui connaît les artistes, et qui peut faire des liens avec même des artistes 2D. Chief Cultural Officer. Ah ouais, c'est le Chief Cultural. En fait, tu vois, chez Chanel, ça existe déjà. Il y a la Chief Cultural Officer. Donc, aujourd'hui, pour une marque de luxe, développer son snobisme culturel, j'emploie le mot snobisme culturel, est une arme stratégique juste fondamentale. C'est ce qui va permettre de créer de la valeur sur le produit, c'est ce qui va permettre de mettre la marque au centre des conversations. C'est ça qui est fondamental. Oui, et ça a aussi des enjeux au niveau de l'impact de la communauté, puisqu'en fait, quand tu vas chercher des artistes, tu relis la communauté de la marque et la communauté de l'artiste, et donc tu vas chercher des artistes d'abord, effectivement, pour le sens esthétique, mais aussi pour leurs valeurs, qui collent à ta marque ou pas, et pour leur communauté. Et donc, c'est cette personne qui, comment tu l'appelles, Chief Officer ? Chief Cultural Officer. Voilà. Bingo, ça c'est encore un nouveau métier. Encore un nouveau métier. Voilà, c'est les anciens curateurs. En fait, c'est les anciens curateurs. Ouais. Mais en fait, avant, t'avais ta fondation. Tu vois, c'était le fait du prince, quoi. Souvent, t'avais le PDG, et là, je vais être très sexy, c'était la femme du PDG qui s'occupait de la fondation d'art. Aujourd'hui, elle est totalement stratégique. J'ai envie de dire que qu'est-ce qu'on voit? On voit monter trois métiers. Bien sûr, sustainability qui devient impact, qui vient bien sûr avec inclusivity, mais cultural, là, voilà, ça c'est fondamental. Et dans le cultural, le Web3 en est le pilier, j'ai envie de dire le pilier magique, et en particulier les artistes digitaux, parce que aujourd'hui, mais en même temps les artistes digitaux, attention, on voit que tous les artistes deviennent des artistes digitaux maintenant. Oui, mais c'est chouette parce que là, on va arriver à la fin de l'épisode et le mot de la fin, je crois que tu viens de le dire, c'est relier donc la culture, le gaming, la technologie et le luxe. Et moi, je finirai par un dernier point. Ouais. Tout ça nécessite un contenu assez extraordinaire. Pour moi, je reviens, dans 2 ans, vous allez construire vos métaverses, vos cathédrales. Les cathédrales, pour moi, c'est comme une série télé. En fait, vous voyez, avec des PNG de marque, vraiment, on est entre la série et le gaming en immersion, et tout ça demande une chose claire et nette, de réinventer les modèles de plateforme de marque. Je pense que la plateforme de marque, vous voyez, elle est trop figée. Et c'est pas simplement dans le luxe, c'est global. Il faut dynamiter la plateforme de marque pour l'adapter à ses besoins culturels et de contenu qui sont multipliés par 10 000 avec le Web3. Ouais, on a du pain sur la planche, Eric. Ouais, c'est ça qui est bien. Ouais, merci beaucoup, Eric, pour cette ouverture fantastique sur tous les bouleversements de la mode. Alors, rappelons qu'on te trouve, Eric Brionne, on te trouve sur LinkedIn. On trouve aussi Journal du Luxe sur Internet en tapant journaldeluxe.fr. C'est vraiment un site extrêmement dense, très très renseigné, très informatif. Et on vous remercie. Pour creuser sur le sujet, tous les 15 jours, nous faisons le JT du Luxe 3.0. Donc, c'est 1 heure, 1 heure et demie, un peu comme vous voyez, où on fait l'actu du luxe dans le Web 3 avec des invités. Et puis, au mois d'octobre, le 12 octobre, sort Luxe et Digital édition 2. Voilà. Bon, super. On va mettre tous les liens sur la description du podcast. Si tu as des liens particuliers, tu peux me les envoyer. Et en tout cas, c'était passionnant. Vraiment, c'était passionnant parce qu'en fait, on a parlé du luxe, mais derrière ça, moi, c'est ce qui m'intéresse vraiment, c'est que derrière ça, c'est la face visible de l'iceberg. Et puis derrière, il y a cette transformation sociétale. Et c'est passionnant. Et tu l'as bien mis en lumière. Vraiment, merci pour ça. On invite nos auditeurs donc on le rappelle,
toujours sur tous les épisodes à s'abonner à notre podcast parce que c'est ce qui fait la différence sur les algorithmes et on espère que vous avez appris plein de trucs. N'hésitez pas à faire du feedback à nos invités parce qu'ils ont pris du temps et le temps c'est très précieux et les feedbacks c'est constructif. Voilà, bonne écoute à vous.